invités café. Alors, je vous le disais, à l'image de beaucoup d'anciens membres du gouvernement, de l'ancienne équipe gouvernementale, on l'avait un peu perdu de vue depuis la défaite du Tapula et la victoire des indépendantistes aux dernières territoriales. Il était le numéro 2 du pouvoir, le puissant vice-président du pays. Aujourd'hui, alors, il est, on va dire, en plein sevrage. Il va nous le détailler tout ça et réapparaît à la faveur de la publication d'un livre, le premier de 3 tomes d'une autobiographie de 300 pages, alors qui couvre la période de ses débuts en politique de 1984 à 1998. Son titre, La chrysalide ou comment je suis devenu ministre. Jean-Christophe Bouissou, qui aujourd'hui dirige une boîte de consultants pour des entreprises locales et internationales, en fait, qui offre ses services pour débloquer des situations pour permettre à des projets de se réaliser. C'est bien résumé. Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien résumé. Merci beaucoup, Ibrahim, et merci à vous pour cette invitation et puis mes salutations aux auditeurs qui nous suivent. Alors, en choisissant un titre pareil, est-ce que vous ne vous éloignez pas d'emblée, comme ça, de plusieurs personnes, je dirais, qui doivent aller courir, feuilleter les pages d'un dictionnaire pour savoir ce que signifie chrysalide ? Oh, c'est un terme que les gens connaissent quand même. C'est vrai que ce n'est pas un terme utilisé dans les propos de tous les jours, mais tout le monde sait que la chrysalide est en rapport avec la transformation de la chenille en papillon. Voilà, tout le monde a eu l'occasion, en étant jeune, de mettre une petite chenille dans une petite boîte d'allumettes et puis de voir quelques jours plus tard éclore évidemment un papillon. C'est vrai, c'est le seul terme au fait qui me soit venu à l'esprit pour essayer d'expliquer comment un jeune informaticien qui rentre de ses études traverse évidemment toute une période de vie, non seulement sur le plan familial mais aussi sur le plan professionnel, pour être ensuite pratiquement bousculé, projeté dans la vie politique polynésienne et devenir finalement un homme politique en rentrant au gouvernement en 1998. Alors pourquoi avez-vous choisi cette image ? La politique vous a vraiment changé ? Le Jean-Christophe la chenille est devenu Bouissou le papillon ? C'est ce qui se passe au fait pour tout le monde. Chacun évidemment a sa voix. Je ne m'intéressais pas à la politique lorsque je suis rentré. J'avais 23 ans et demi et donc tout ce qui m'intéressait, c'était de faire mon travail du mieux que je pouvais avec les moyens évidemment de l'époque, puisque l'informatique était quelque chose de rudimentaire. Et lorsque Alban Elacotte, le directeur du port autonome, m'a confié cette lourde charge que d'informatiser l'ensemble des secteurs du port autonome, vous comprenez bien que même après des études en informatique ou en mathématiques, je me suis tordu l'esprit dans tous les sens pour essayer de voir mais par où je vais commencer et la méthodologie évidemment que je vais utiliser. Donc j'étais pas du tout en politique. La politique, c'est quelque chose que je regardais de loin. J'avais un compagnon de bureau, monsieur René Jouette, dont je parle beaucoup dans le livre, et qui est, lui, par contre, totalement versé dans la politique, les intrigues. Son oncle Calixte Jouette, qui était décédé en 1977, était un membre éminent du parti de Gaston Floss. Et donc c'est comme ça, petit à petit, que d'une oreille un peu distraite au début, je commençais à tendre de plus en plus, jusqu'au moment où Gaston Floss revient au pouvoir en 1991. Et puis là, d'un seul coup, la chasse aux sorcières. Et je me suis posé beaucoup de questions sur l'exercice du pouvoir par ceux qui le détiennent. Alors le port autonome, donc vous venez d'y faire allusion, une formidable école. Vous dites d'ailleurs, je vous cite, j'aurais pas eu la carrière politique que j'ai connue si je n'avais pas travaillé au port autonome. C'est vrai. À ce point. Oui, parce que au fait, en étant informaticien, et en informatisant une entreprise comme le port autonome qui a de multiples facettes, multiples activités entre les marchandises, les mouvements de navires, la police portuaire, la cale de halage, la réparation navale, les hydrocarbures, enfin un patrimoine portuaire situé sur un foncier de près de 100 hectares aujourd'hui. Lorsqu'on informatise, on rentre à l'intérieur du détail des processus. Et c'est pareil en matière de gestion et en matière de comptabilité. Vous voyez, lorsqu'on appuie sur le bouton et qu'on sort un bilan, et qu'on a le bilan et le compte de résultat, c'est qu'il y a un programme derrière
que l'informaticien a programmé et qui permet de sortir les éléments d'information. C'est donc de cette manière-là que je suis devenu, en ce qui me concerne, quelqu'un qui connaît la gestion, qui connaît la comptabilité, qui sait lire un bilan et qui sait dire aussi à ses collaborateurs ou à ses compagnons de route, des directeurs d'établissement, l'analyse que l'on peut avoir personnellement sur la situation financière, par exemple, d'un établissement ou d'une société. Ou un fonds de roulement, par exemple. Un fonds de roulement, ça se calcule, c'est clair. Alors, pourquoi ce besoin d'écrire un livre? C'est une forme, pour vous, quelque part, de thérapie qui ne dit pas son nom? J'ai ressenti un besoin très rapidement après la défaite aux élections territoriales. J'ai passé 3 jours à tourner un peu en rond et je me suis installé derrière mon ordinateur et j'ai commencé à taper. Et à partir de là, c'est devenu très rapidement évidemment une passion que d'écrire, sans avoir de notes à proximité, sinon quelques agendas que j'avais. Et ensuite, j'ai commencé à écrire les synopsis des chapitres que je souhaitais aborder. Et puis, la mémoire, le cerveau, c'est un muscle. Donc, lorsqu'on l'utilise et on se force à se rappeler des choses, la mémoire revient. Et même dans le moindre détail, j'arrive à me rappeler des pièces, des bureaux dans lesquels j'ai été, des couleurs, des senteurs même. Donc tout me revient en mémoire et ça a été assez facile pour moi d'écrire ce premier tome qui fait 360 pages et que j'ai écrit en 2 mois et demi. En 2 mois et demi. Alors en vous lisant, justement, on a l'impression que vous avez eu finalement plusieurs vies, Jean-Christophe Bouissou. Vous revenez sur cette période en France où vous avez travaillé en région parisienne dans une décharge, période pendant laquelle vous avez joué dans un cabaret en tant que pianiste, période également où vous avez hébergé en 1973, alors là c'est étonnant, 3 terroristes allemands chez votre père à Paris. Oui, disons que là vous allez directement sur la fin du sujet. Ce sont des gens que j'ai rencontrés. Je jouais pas mal à la guitare avec mon frère et puis un ami dans les jardins de la Tour Eiffel, au Champ de Mars. Et on fait des rencontres, évidemment, parce que les gens sont toujours à voir ce qui se passe dans cet espace. Et quand il y a des musiciens et des gens qui se rapprochent. Et donc, je fais la connaissance de 3 personnages qui viennent tout droit de Munich, dans leur Mercedes noire 500, des gens qui manifestement avaient des moyens financiers importants, 2 hommes, une femme, et nous avons dîné le soir puisqu'ils m'ont invité à aller dîner dans Paris, et ça n'est que le surlendemain soir, en rentrant de l'école notariat, que je vois, en étant attablé avec mes parents, sur l'écran du téléviseur, 3 visages apparaître et qui étaient recherchés par C'était pas la bande Abadère. La police. C'était la bande Abadère. Donc, voyant cela, je cours, je me précipite au 6e étage dans les chambres de bonne que nous avions, puisque c'est un appartement haussmannien que mes parents avaient. Et je leur dis qu'il y a la police qui est en bas, qui tourne autour de votre véhicule, il va falloir que vous partiez tout de suite. Et ils sont tout de suite partis. Évidemment, je n'ai jamais vu des gens faire leur valise en moins de 5 minutes. Après, avec un destin tragique. Alors, une période où vous aviez les cheveux longs, vous écoutiez du hard rock, du métal, avant de vous adoucir avec du jazz rock. On retrouve déjà cette notion, cette action de mue, de transformation. Alors encore une fois, vous aviez même 2 groupes aux États-Unis. Vous vous produisiez dans plusieurs villes. Vous étiez presque un hippie. Il faut dire que même si je faisais de l'informatique et des mathématiques, je me posais encore la question de savoir si j'allais vraiment pas faire carrière en tant que guitariste, chanteur. Dans un groupe qui s'appelait Rockefeller, et j'ai vécu des trucs mais épiques. J'ai joué, vous voyez, les bars américains, et donc nous étions dans le comté, dans un comté de l'Iowa, et on se retrouve à jouer ensemble, et puis sur un morceau qui s'appelait Nicole de Point Blank, une bagarre est déclenchée, mais une bagarre comme on voit dans les films.
avec les chaises qui valdinguent partout, les tables renversées, des bouteilles de bière qui sont balancées, le barman qui joue au gardien de but avec tout cela, et puis les jolies blondes, parce que ce sont pratiquement toutes de cette coloration de cheveux à l'intérieur de cet état qui commence à se crêper les chignons. Enfin bref, ça devient une bagarre générale, et donc on nous a extirpés de cette situation et nous sommes sortis par les couloirs intérieurs avec le patron qui n'a pas manqué à nous remettre notre cachet. Alors, il y a un passage dans votre ouvrage, Jean-Christophe Bouissou, où vous ne pouvez pas vous empêcher de montrer toute votre fascination devant Gaston Flosse, une bête, un animal politique que vous avez combattu et aux côtés de qui vous avez combattu également dans la même élection aux dernières territoriales, il fallait quand même le faire. Ce n'est pas la démonstration qu'en politique, on peut tout faire et sans contraire. Non, c'est ce qu'il faut bien comprendre, et je vous remercie de me poser cette question, Ibrahim, parce que c'est nécessaire que je m'exprime là-dessus. Lorsque j'écris le premier tome, je suis le Jean-Christophe qui a 24 ans et qui aura 24 ans jusqu'à 38 ans. Donc je me remets dans la peau de ce Jean-Christophe-là avec l'esprit que j'avais. Alors, vous comprenez bien, lorsque je commence à travailler, lorsque Gaston Flosse m'appelle un matin, je suis au port autonome dans mon bureau de directeur adjoint pour me dire « Jean-Christophe, j'aimerais bien que vous veniez me voir. Je ne peux pas vous en parler au téléphone, mais on se voit au petit déjeuner demain. Puis je serai accompagné par mes fidèles. » Et que je commence à connaître ce personnage. C'est un des plus grands personnages, sinon le plus grand personnage politique de la Polynésie. Il a été ministre du gouvernement central. Il a été député plusieurs reprises, il a été ministre, il a été président de l'Assemblée, président de la Polynésie française. Bref, c'est un monument. Et donc, quelqu'un qui a 35 ans et qui commence à travailler à côté d'un homme pareil, oui, c'est intimidant. Mais surtout, donc c'est ce que j'essaye de reproduire, c'est les sentiments que j'avais à ce moment-là. Les choses vont évoluer. Dans le deuxième tome, non seulement on est très proches, évidemment, nous sommes des amis, nous partons partout ensemble, y compris avec Édouard, on partage énormément de choses, donc il y aura beaucoup d'intrigues dans le deuxième tome aussi, et c'est aussi dans le deuxième tome que je me sépare de lui. En 2004, je quitte le gouvernement, j'explique pourquoi, et je crée mon parti politique Rautahei. Donc vous voyez bien, c'est une transition. Ça n'est pas de venir dire ce matin, finalement, je considère Gaston Flosse, alors que nous étions encore en bagarre il n'y a pas très longtemps pour les élections territoriales, non. Mais j'aime aussi reproduire les vrais sentiments. Et d'ailleurs, au fond de moi, oui, j'ai de l'admiration pour cet homme et j'ai encore beaucoup d'admiration pour lui. Est-ce que dans ce livre, il y a des passages, des moments qui laissent penser que, de toute façon, vous reviendrez en politique ? Je pose directement la question, vous reviendrez ? On m'a posé la question. Moi, je dirais, il ne faut jamais dire jamais. Mais je n'ai pas le souhait. Vous savez, aujourd'hui, je goûte. Vous n'avez pas envie. Non, je n'ai pas envie. Aujourd'hui, je vis ce que je n'ai pas pu vivre pendant 30 ans. Vous voyez, cette liberté que j'ai d'aller venir, de dire ce que je pense. Cette liberté aussi de faire autre chose, de travailler de chez moi. De voir la famille. Oui, et d'être opérationnel. Je travaille sur un dossier qui concerne l'aérien. C'est important. C'est pas que l'aérien pour ici, c'est l'aérien, je dirais, sur le plan international. Je suis content que les gens s'intéressent aussi à mes autres capacités. Je suis pas qu'un homme politique, je suis aussi écrivain et puis auteur-compositeur. Je suis amusé à faire cette symphonie. Vous voyez, c'est ce temps que j'ai aujourd'hui qui est précieux et qui me permet aussi d'être avec ma famille. Cette défaite au territorial, je ne sais pas si à un moment donné vous en parlez ou vous allez en parler, la déflagration a été de quelle nature ? Elle vous a fait mal à quel point ? Au fait, c'est pas que ça nous fait mal. Lorsqu'on est en politique, on s'attend aussi, je l'ai vécu par le passé, à ce qu'il y ait des échecs. Mais cet échec-là, avec la prime majoritaire, a rayé de la carte, si vous voulez, un certain nombre de personnalités politiques dont j'ai fait partie.
Et donc ça déstabilise quelque part une structure politique et son ossature. Mais vous savez aussi que, bon, moi je crois beaucoup dans le karma. Ce qui nous arrive, c'est aussi les forces antérieures qui ont produit ce que nous sommes et ce que nous serons demain. Ce qui est bien, c'est que ça oblige à accélérer le processus de chrysalide au sein du parti pour permettre à des jeunes de pouvoir s'éclore et puis apparaître et prendre les rênes du parti. Voilà pourquoi je pense qu'un échec à une élection, c'est pas forcément un échec pour l'avenir. Et lorsque vous remontez le temps comme ça, vous refaites tous les passages de votre carrière, vous regrettez quelque chose de particulier ou pas du tout? Absolument pas. Rien et d'ailleurs, je fais une dédicace au début du livre où je remercie plein de gens, les gens que j'ai connus au port autonome, mes amis qui ont été avec moi en politique. Je remercie Émile Vérandon, je remercie Gaston Floss, Oscar Temalou, Édouard Fritsch, Gaston Tong-Sang, enfin ceux qui ont vraiment dirigé le pays pendant ces années, et y compris ceux qui m'ont empêché, je dirais, ou qui m'ont rendu la tâche difficile. Ceux-là, je les remercie particulièrement parce que si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est beaucoup grâce à leur obstination à m'empêcher d'avancer. Donc voilà, on ne peut que remercier tout le monde finalement. Ce sera le mot de la fin, Jean-Christophe Bouissou. Votre maman est polynésienne, votre papa français. Que pensez-vous de ce débat sur les questions identitaires, de citoyenneté maori? Vous dites que ceux qui prônent ce débat, finalement, sont des gens qui ont du mal à s'accepter. Oui, soyons logiques et faisons un peu de psychologie. Moi, je n'ai aucun problème d'une manière interne, enfin dans mon raisonnement. Je ne me lève pas le matin en me posant la question de savoir si je suis un Maori, si je suis un Français. Je suis un homme de l'humanité. Tous les hommes viennent de la même origine. D'accord, si on en croit les scientifiques. Donc, je veux dire, cette histoire de paternité ou de peuple premier, il faudrait remonter jusqu'à cette époque-là où nous étions tous un peuple premier. Donc, je suis français, je suis polynésien, je parle les deux langues couramment, j'aime cette association entre les deux cultures. La culture polynésienne, c'est vrai, c'est la nonchalance, ce sont les bringues que l'on fait, c'est aussi la danse et l'insouciance. Et puis à côté, il y a la rigueur, vous voyez, de la culture française. Vous voyez, je ne pourrais pas expliquer ce que c'est que le théorème de Pythagore en tahitien. Si quelqu'un peut le faire là, je serais prêt à l'écouter. Ce ne sera pas aujourd'hui, en tous les cas. Merci beaucoup. On se le procure où, ce livre, sinon finalement? Alors, vous pouvez l'acheter déjà sur Amazon. On vous l'expédie, ça fonctionne sans aucun problème. Et puis, vous pouvez aussi le télécharger avec Amazon Kindle. Alors, il y a un programme de liseuse que vous pouvez avoir sur votre smartphone. Ça coûte 9 €. Et puis, vous téléchargez tout de suite et c'est instantané. Et j'attends les premiers exemplaires tout de suite après la grève de l'OPT, que j'encourage évidemment tout le monde à se mettre autour de la table pour que je puisse récupérer les 200 livres que j'attends depuis une semaine. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup Jean-Christophe Bouissou. Donc rendez-vous l'année prochaine pour le tome 2. C'est ça? L'année prochaine, premier semestre. Oui. Merci.